à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade pour une troisième et dernière chronique avec Yann Trollez, chimiste spécialiste des molécules présentes dans le milieu interstellaire. Bonjour Yann. Bonjour Bernard. Avec André. Bonjour André. Bernard, bonjour Yann. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, on va finir cette troisième chronique en se posant... On s'est posé des questions scientifiques en continuant à se poser des questions peut-être parfois un peu philosophiques. On en a déjà posé un peu. Mais finalement... Toutes les questions sont philosophiques. Oui, bah voilà, ça c'est un philosophe qui va nous dire ça. Oui, d'accord. Et donc, il y a un livre qui était paru en 1943 d'Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, vous vous rappelez, c'est le chat de Schrödinger. On peut être et ne pas être à la fois. Et donc, lui a émis des hypothèses dans un livre qui s'appelle What is Life? Qu'est-ce que la vie? En se demandant si c'était... Il faudra me modifier aussi un peu, parce que j'ai peut-être mal digéré ce livre d'Erwin Schrödinger, sur des notions d'énergie, entre autres. Et donc, en se posant la question, est-ce que finalement, la vie ne peut se concevoir que sur des bases physico-chimiques? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres bases également? Je pense à l'énergie. On pense aussi à des théories entre guillemets du type élan vital de Bergson, mais aussi des théories sur le vitalisme, disant que, comment se fait-il que des mêmes molécules vont pourtant être dans le vivant et d'autres pas. Et donc, c'est ce qui a été appelé un principe vital. Ce sont des médecins de la faculté de médecine, de l'école de médecine de Montpellier au siècle des Lumières qui avaient émis cette hypothèse-là. Et puis d'autres aussi, il y a eu des tas de théories. Alors, qu'en pensez-vous, notamment par rapport au livre d'Erwin Schrödinger, que je pense que vous connaissez Yann. Erwin Schrödinger, juste pour faire un tout petit peu d'histoire, c'est un des pères de la physique quantique. Oui, donc la physique quantique, c'est une physique qui est radicalement différente de ce qu'on connaît en physique classique, qu'on a l'occasion d'expérimenter au jour le jour en tant qu'être humain. C'est vraiment la physique qu'on voit à notre échelle. La physique quantique, c'est une physique qui a lieu à l'échelle de l'atome, éventuellement de la molécule. Donc ça, c'est en fait ce qui se passe, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait il y avait une physique qui était propre à ce niveau, à cet ordre de grandeur de matière, si je puis dire. Et donc du coup, Erwin Schrödinger, qui a beaucoup contribué à l'élaboration de cette théorie-là, notamment par le biais de la fameuse équation de Schrödinger, on a l'occasion de voir quand on commence un cursus scientifique en première année à la fac. C'est très important, c'est la base de beaucoup de choses, cette fameuse équation de Schrödinger. Et en fait, je crois que par le biais de son livre, enfin toute sa vie, il a essayé de lier la théorie quantique à un peu tout, et notamment aux origines de la vie. Et donc voilà, il a essayé d'apporter son éclairage là-dessus. Après, le problème, c'est que la question est tellement compliquée, très compliquée, que du coup, c'est difficile d'y répondre. À cette question, qu'est-ce que la vie? Parce que finalement, on a un seul exemple de vie qui est la vie sur Terre. Oui. Et donc voilà, ça c'est assez bien connu, la vie sur Terre à base de carbone, tout ça. Ok. Est-ce qu'il est possible d'envisager un autre type de vie, ou au moins un type de vie qui ne serait pas à la base des mêmes molécules? Oui, pas du carbone, avec une autre molécule tétravalente, par exemple. Oui, d'un autre atome, pourquoi pas.
Bon, pourquoi pas, mais disons que c'est compliqué pour l'esprit humain d'imaginer quelque chose qui serait radicalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est toute la difficulté finalement de répondre à la question aussi qu'est-ce que la vie, c'est-à-dire d'essayer d'inclure quelque chose qu'on ne connaîtrait pas à cette définition-là, et voilà, et d'imaginer quelque chose de radicalement différent. Ça, c'est vraiment une difficulté. Cette question qu'est-ce que la vie, on se la pose depuis la nuit des temps. Il y a encore eu des congrès en 2018, 2019, 2020 qui s'intitulent « Qu'est-ce que la vie ?» et on se la pose toujours. Quelques remarques et quelques interrogations. André. Donc on vient de parler de la théorie des quanta et dont, si j'ose dire, les formules, entre guillemets, ne peuvent pas se retrouver dans les théories physiques qui sont à notre échelle. Donc est-ce que justement, comme vous posez la question indirectement, est-ce qu'effectivement il peut y avoir des définitions de la vie qui soient une question aussi d'échelle? Parce que à notre échelle, entre guillemets, c'est la seule échelle dans laquelle on peut se retrouver comme on est. Est-ce que dans une autre échelle, l'échelle infraatomique, si j'ose dire, est-ce que justement les mots qu'on utilise ou les définitions qu'on utilise ne seraient plus adéquates? Donc c'est une question qu'on peut se poser. On peut se poser ça. Même la physique quantique, quantique peut peut-être s'appliquer sur la matière vivante en soi, quoi. Théoriquement, oui. Oui, mais maintenant, justement, c'est la question de l'objectivité qui est indirectement posée. Parce que comme nous faisons partie de ce monde-là, est-ce que nous avons suffisamment de distance pour pouvoir l'observer comme si on était extérieur? Oui. Et c'est ça la question. Et je vous demande votre avis. Qu'en pense Yann? Voilà, parce que moi, ça me pose question, ça. Oui, alors ça, honnêtement, c'est aussi une question que je vais complètement laisser ouverte parce que c'est compliqué d'y répondre. Là, encore une fois, effectivement, on a notre point de vue d'être humain avec nos limitations d'être humain. Et donc, du coup, pourquoi pas imaginer une vie qui serait pas du tout à la même échelle que celle qu'on connaît nous, soit beaucoup plus petit, soit beaucoup plus grand, et qu'entre guillemets, on ne verrait pas, enfin, dont on n'aurait pas conscience. Pourquoi pas? Mais alors là, ça dépasse, à mon avis, ça dépasse les limites de l'esprit humain. Enfin, on a vraiment du mal à imaginer ça. Et donc, du coup, il faut éviter le piège de se construire purement imaginaire, de manière imaginaire, un monde qui n'existerait peut-être même pas. Alors, oui, c'est ça le problème. Donc, nous, on essaye, en tant que scientifique, de faire correspondre des expériences à la réalité. Donc voilà, moi, je me tiens à ça, et donc du coup, je reste à la définition de la vie à mon échelle, entre guillemets, à notre échelle d'organisme vivant. Là, justement, vous confirmez en gros l'idée qu'il ne peut pas y avoir de connaissances objectives s'il n'y a pas les moyens d'expérimenter, de tester, enfin bref, sinon on est dans les croyances. Exactement. Par rapport à l'origine de la vie encore, on a parlé, j'avais lu un article il y a longtemps, qu'on aurait trouvé... une sorte de soupe biotique au fond des océans. Vous avez entendu parler de ça, vous? Non. Alors, de quels océans vous parlez? Des océans terrestres ou bien des océans qui sont... Oui, d'accord. Eh ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond des océans, il y a des fumeurs noirs, ce genre de choses-là. Donc, effectivement, il y a de la vie au fond des océans. On le sait que depuis relativement peu de temps à l'échelle des connaissances humaines. Mais effectivement, il y a de la vie au fond des océans. Oui, très profond même. Au niveau il y a une activité volcanique au fond des océans. L'activité magmatique et tout ça. C'est ça, oui. Exactement. Et donc, en fait, cette vie-là, donc qui a besoin d'énergie, elle prend son énergie de cette activité volcanique, parce que du coup, vous avez effectivement de la chaleur qui se dégage de ces fumeurs noirs, par exemple, et effectivement, on a de la vie qui utilise cette énergie-là plutôt que l'énergie du soleil. Donc clairement, c'est une vie qui se fait complètement dans le noir. Hein. Ce sont des organismes qui ne voient pas. Souvent, sont parfois des organismes qui se sont adaptés et qui sont devenus aveugles d'ailleurs, et ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour pouvoir se développer. Et sur les eaux, on parle beaucoup des promenades, entre guillemets, que l'on fait sur Mars, en l'occurrence, quoi. On n'a aucune donnée d'avoir détecté des molécules organiques sur Mars? Non, je n'ai pas entendu. Si. On en a détecté des molécules organiques sur Mars. D'ailleurs, c'est un enjeu
qui est important parce qu'en fait Mars a fait l'objet de beaucoup de fantasmes et de beaucoup d'imaginaires pour nous êtres humains, si je puis dire. Et pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait même de la vie sur Mars, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on a envoyé des sondes. On sait que c'est pas le cas maintenant. Planète jumelle. C'est une planète jumelle. Par contre, on pense, enfin, on est quasi sûr qu'il y a de l'eau liquide qui a coulé sur Mars. Donc ça veut dire que il y a eu des possibilités de développement d'une vie là-bas. Et donc du coup, l'idée des dernières missions, ça a été d'envoyer des rovers pour essayer d'identifier des molécules qui seraient issues de potentiellement cette vie-là, s'il y en a eu une. Et donc en fait, l'idée c'est d'aller chercher des molécules organiques. Et quelles molécules on aurait détectées alors? Alors, on a détecté des molécules organiques comme le méthane, par exemple, des composés chlorés, des composés cycliques, vous en parliez tout à l'heure, comme le benzène ou le toluène. Ah oui, d'accord. Voilà. Par contre, d'une certaine manière, si je peux apporter mon opinion, c'est assez décevant parce que on a trouvé absolument aucun acide aminé à ma connaissance. On n'a trouvé aucun sucre, aucune molécule qui aurait un sens, je dirais, vis-à-vis de la biologie. Et ça, c'est assez décevant. C'est d'autant plus décevant que on arrive à en trouver dans les météorites qui tombent sur Terre et qui normalement doivent aussi tomber sur Mars. Donc cet apport de matière organique et donc cet apport d'acides aminés par les météorites, ça devrait aussi se retrouver sur Mars. Et donc toute la question c'est pourquoi on n'arrive pas à trouver ces molécules qui certainement sont au moins tombées sur Mars à défaut d'avoir été produites sur Mars. Et probablement que le problème, ce sont les conditions très oxydantes qui vont dégrader ces molécules-là très vite à la surface de Mars. Parce qu'elles sont exposées aux rayons cosmiques, à des conditions fort dégradantes, sûrement. Tout à fait. Alors en fait, il faut savoir que l'atmosphère de Mars est beaucoup plus ténue que celle de la planète Terre, et donc du coup les radiations qui arrivent sur cette planète-là sont beaucoup plus énergétiques et vont détruire beaucoup plus vite les molécules qui sont potentiellement présentes. Ajouté à cela, vous avez un sol qui est dit oxydant et qui donc du coup va entraîner des réactions chimiques qui vont dégrader finalement les molécules les plus fragiles. Et c'est ce qu'on pense. On pense que finalement les molécules qui se trouvent à la surface, enfin là où on a gratté à la surface, si je puis dire, sont des molécules qui sont issues d'un processus de dégradation, potentiellement de molécules plus intéressantes. Ce qui pourrait vouloir dire qu'il faut, en tout cas, en ce qui concerne notre monde, il faut une certaine atmosphère pour protéger le développement de ce qui est nécessaire à la vie. Ça, c'est certain. Une atmosphère ou alors, en fait, quelque chose qui puisse nous protéger. On peut très bien imaginer, par exemple, avoir un océan d'eau liquide, évidemment, et puis être protégé par l'eau de cet océan-là. Donc, si la vie se développe finalement au fond de l'océan grâce, par exemple, à l'apport de l'énergie de l'activité volcanique, ça peut faire office de protection. Aujourd'hui, ce qui nous protège, c'est notamment l'ozone, la couche d'ozone, qui nous protège des radiations les plus énergétiques. Mais cette couche d'ozone, elle est produite elle-même parce qu'il y a de dioxygène dans l'atmosphère de la planète Terre. Et ce dioxygène-là, il est issu de la vie. Donc, à un moment donné, il y avait pas d'oxygène, ou en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, et donc il y avait probablement pas d'ozone. Donc là, effectivement, même s'il y avait une atmosphère, il n'y avait pas cette protection comme on la connaît aujourd'hui des radiations UV. Donc une certaine qualité d'atmosphère. Oui, il faut des conditions adéquates. Je pensais aussi à j'ai vu un reportage sur, je ne vais pas faire la publicité de cette chaîne-là, parlant de gens qui croient que la vie a été amenée sur Terre par des civilisations extraterrestres. Et donc en disant que ça a été créé en laboratoire, etc., etc. Et là, je rejoins ce que disait André. En l'occurrence, c'est une histoire d'origine. Bon, on peut rentrer dans ces hypothèses si l'on veut, mais de toute façon, ces individus, s'il y en a, et c'est quoi un individu dans ces conditions, quelle serait aussi leur origine ?
Ça résout pas cette question-là, effectivement, Non, des origines de la vie. Si on dit il croit résoudre la question. On est dans le monde de la subjectivité pure c'est de la croyance. Plus que de la croyance, c'est de l'auto-lavage de cerveau. Oui, mais bon, il y a eu des journalistes qui se sont fait porteurs de ce genre d'informations. En l'occurrence, ça nous fait déboucher sur l'apparition de la vie, effectivement, sur Terre, ou peut-être ailleurs, mais apparemment pas sur Mars en tout cas. Comment la probabilité est relativement faible, et très faible sûrement, pour que des molécules puissent s'associer comme ci ou comme ça. Donc il y a toute une série d'éléments qui vont faire une sorte de déclic, qui vont faire que ça va être du hasard, ça va être de la nécessité, qui vont permettre aux choses ou qui ont permis plutôt aux choses, entre guillemets, de s'enclencher pour arriver à l'apparition de la vie. Vous avez des données là-dessus, Yann ? Non, j'ai pas de données parce qu'en fait, il y a pas du tout de consensus scientifique à ce propos. Ouais. Et alors de ce point de vue-là, en fonction de la personne avec qui vous allez discuter, vous n'aurez pas du tout le même sentiment. J'entendais par exemple Jean-Pierre Dibring, qui est quelqu'un qui connaît très bien le domaine, qui a sorti un livre, ça fait pas très très longtemps, qui était interviewé justement à la télévision, qui disait ma conviction, c'est qu'il y a de vie nulle part ailleurs que sur Terre. Donc c'est respectable comme idée. Peut-être. C'est un scientifique qui est reconnu. Bon, pourquoi pas. Mais vous pourriez avoir un autre scientifique qui va vous dire l'exact inverse en disant vu la diversité des mondes, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas la vie quelque part ailleurs si on prend l'univers dans son ensemble. Donc de ce point de vue-là, clairement, on sort un peu justement des problèmes d'objectivité dont parlait André. On n'est plus dans la science, vraiment. Là. Voilà, ça devient complètement subjectif, complètement spéculatif, et il est très difficile de répondre à cette question. Évidemment, l'idéal, ce serait de trouver la vie sur un autre astre, que ce soit une planète ou bien éventuellement un satellite naturel d'une planète du système solaire. On n'est pas capable d'aller au-delà du système solaire aujourd'hui. Là, ce serait bien de trouver de la vie pour montrer qu'effectivement, si dans un seul système stellaire, on a deux exemples d'astres de planètes ou de satellites qui sont capables d'accueillir de la vie, ça permettrait de résoudre cette question de oui, en fait, on peut finalement, c'est pas si compliqué d'avoir de la vie sur Terre, sur une planète. On a trouvé un certain nombre d'exoplanètes. Mais il faut déjà pouvoir accumuler les informations dans notre système. Venant de ces exoplanètes, en détectant éventuellement, comme vous l'avez dit, par les techniques que vous nous avez énumérées, pour détecter des molécules présentes sur ces exoplanètes, et pas nécessairement la vie d'ailleurs, mais enfin, pas évident du tout. On commence tout juste à effectivement connaître la composition de l'atmosphère de ces exoplanètes. C'est vraiment les prémices de cette science-là, mais ça nous dit pas finalement s'il y a la vie ou pas sur ces planètes-là. Ça ne dit rien. Parce que ça fait écho à un problème de la communauté, c'est finalement qu'est-ce qu'un biomarqueur, un bon biomarqueur, quelque chose qui pourrait nous indiquer que la vie est présente ou que la vie ait été présente à un moment donné de l'histoire de la planète. Et ça, c'est quelque chose qui, à nouveau, ne fait pas consensus. Parce que finalement, on pense souvent à des molécules comme le dioxygène. Ça, on sait que le dioxygène sur Terre provient essentiellement de finalement l'activité biologique. Donc on pourrait se dire dès on trouve le dioxygène, c'est qu'il y a la vie. Mais non, en fait, c'est faire un raccourci trop rapide. C'est absolument pas une preuve de vie. D'ailleurs, pour revenir sur Mars, quand on a découvert du méthane sur Mars, certains se sont précipités pour dire que finalement, puisqu'il y a du méthane sur Mars et que le méthane est en partie produit sur Terre par des organismes vivants, ça veut dire qu'il y a de la vie sur Mars. Mais pas que, c'est ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. C'est absolument pas une preuve irréfutable. Et c'est toute la problématique des biomarqueurs. Qu'est-ce qu'un bon biomarqueur ? Alors, si on en discute avec des gens spécialisés, ils diraient oui, si on a quelque chose qui est très bien façonné comme une clé à molette, par exemple, on sait que là, il va falloir qu'il y ait l'intervention d'un organisme relativement évolué. Donc là, il y aura entre guillemets
pas de doute, si on trouve une clé à molette un jour sur une planète qu'on n'a jamais visitée, oui, là, il y a eu intervention quelque part d'organismes vivants. Mais plus sérieusement, pour trouver vraiment des biomarqueurs, c'est pas si simple. Donc, on n'est pas prêt de trouver la vie sur des exoplanètes. C'est ça que ça veut dire, en fait. Mais peut-être que si on était capable de trouver, entre guillemets, la recette de la vie, ce serait peut-être inquiétant. Je ne sais pas, c'est une question. La recette de la vie telle qu'elle est définie à partir d'aujourd'hui. Oui, peut-être que dans 50 ans, ce sera peut-être différent. Et même si on la trouvait, ça poserait de nouvelles questions, j'en suis certain. C'est vraiment c'est comme ça que marche la recherche. Toujours des questions et des questions. Absolument. Exactement. Alors, on finit. Tu avais quelque chose peut-être à demander? Non, j'avais une forme de plaisanterie avec la clé à molette. Parce que certains pourront se dire, le bricoleur, là-dedans, c'est donc Dieu qui manipule la clé à molette. Oui. Enfin, c'est une plaisanterie. Hein. Oui, on a compris. Enfin. Alors, on finit très souvent nos chroniques en demandant à notre invité d'adresser un message à nos auditrices et à nos auditeurs. Et bon, si vous avez eu des idées pour transmettre un message à nos auditrices et nos auditeurs, n'hésitez pas, Yann. Voilà. Alors, peut-être que si je devais faire passer un message, c'est que finalement, la science, dans son ensemble, c'est quelque chose qui est assez fun. Et c'est finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas que des choses laborieuses. La science, ça amène tout un tas de questions, de réflexions qui sont intéressantes finalement à aborder, et que moi, en tant que chercheur au jour le jour, je considère un peu comme un jeu de piste. J'ai presque l'impression de jouer quand je fais de la recherche finalement, ou en tout cas que j'aborde ces questions-là plus que de travailler. Et finalement, c'est un peu pour inciter les gens à faire de la science, parce que je sais qu'il y a une désaffection dans les classes de lycée ou même à la fac vis-à-vis de la science, probablement qu'elle n'a pas bonne presse pour différentes raisons, mais en fait, quand on se prend au jeu, c'est extrêmement intéressant de faire de la science. Peut-être que les scientifiques ne parlent pas assez dans les médias populaires. Et c'est possible, et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci. C'est pour ça qu'on vous a invité, Yann, aussi. Mais si vous voulez, de par André qui est philosophe ou qui est scientifique, moi aussi un peu, finalement, toutes ces questions que le son pose, toutes ces interrogations ne sont que le sens de ce qu'on peut appeler la passion. Un scientifique et un philosophe aussi, je pense, sont des personnes qui vont être passionnées à se poser des questions sur ce qui les entoure, et perpétuellement, et même si c'est au-delà de leur vue, puisqu'il faut, on n'est pas capable de voir à des millions d'années-lumière, mais en tout cas, ce que l'on dit parfois, il est important de rester curieux et de dire aux gens de toujours s'interroger et de ne jamais se satisfaire d'affirmations, mais toujours essayer d'aller toujours au-delà. C'est valable en science ou ailleurs. Mais pour cela, il faut avoir travaillé un peu l'esprit scientifique. Mais malheureusement, les gens cherchent plutôt des certitudes. Donc, les idéologies sont un peu trop le moteur de beaucoup de gens. Il y a une très belle chanson d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre qui a fait des chansons, elle est décédée il y a un an et demi à peu près. Et sa chanson, son titre, c'est « J'aime les gens qui doutent ». Et un scientifique, c'est quelqu'un qui, normalement... qui a l'esprit scientifique, parce qu'arriver à certains scientifiques, après, tombent dans du dogmatisme. C'est vu ça dans l'histoire des sciences. Toujours douter, toujours se poser des questions. Tout à fait. C'est vraiment ça l'important, à mon avis. Sens du problème. On vous remercie, Yann, pour ces 3 chroniques que nous avons réalisées ensemble. On vous remercie beaucoup, Yann. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ces entretiens. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en reparler avec plaisir. D'accord ? Avec grand plaisir, bien sûr. Merci beaucoup, Yann. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous et bon week-end.